Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre chirurgien des plateformes, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Originals. Ça va Gauthier ? Ça va très bien, j'ai trouvé un cerveau, c'est pas le mien, je sais pas à qui il appartient. Bon. On va le monter sur quelqu'un. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et toujours autour de la table, Monsieur News, Magic Andou est avec nous. Bonjour Andou, comment vas-tu ? Bonjour, ouais, j'ai des news, j'ai des bombes à retardement, j'ai tout ce qu'il faut. Au sommaire de cette émission, un gros plan sur Frankenstein, le nouveau film événement de l'oscarisé Guillermo del Toro avec un autre Oscar, Isaac, avec Mia Goth, Jacob Elordi et Christophe Waltz. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les Pieds dans le plat. Et ça parle de quoi aujourd'hui, Gauthier ? On va dire les vrais trucs sur les Universal Monsters cette semaine et où on en est surtout. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinema Teaser. Disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Et si vous aimez Originals, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Vous pouvez liker, commenter nos épisodes un petit peu partout. Et on vous le rappelle, on a besoin de vous. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas et mal. la plus écrase tout le monde, Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Alors Andou, ça vient de tomber. Ah, ça vient de tomber. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, ça vient de tomber. Alors, si je vous dis acteur, actrice. Non, il n'y a rien. Hein. Isabelle Huppert ? Non, pas du tout. Si je pas. vous dis agent d'acteur, actrice. Ah, 10%. Ouais, j'étais bien pas vu, bien si vu, loin. bien vu, J'étais pas si Ouais. loin avec Isabelle Huppert. Ouais, donc vrai. on a une nouvelle concernant 10%. Donc vous savez que. Mais c'était pas fini, 10%. Eh ben si, normalement après la saison 4, ça devait être la dernière saison. Et finalement, non, il y aura un film. Ah. Un film, et du coup, alors petit spoil, en fait, toutes les news de la semaine là seront sur Netflix. Donc un petit appel à tous les autres plateformes, s'il vous plaît, faites quelque chose, faites des projets, donnez-nous des trucs à croustiller pendant cette chronique, parce que bon voilà, sinon ce sera que du tout doom. Donc tout doom sur 10%. Donc 10%, on rappelle ce que c'est. C'est une série du coup en 4 saisons qui parle donc d'une agence artistique qui a donc pour but d'aider à gérer les carrières des acteurs, mais à la fois carrière, à la fois leur vie sentimentale, leur vie privée, et en même temps du coup ces agents qui travaillent dans cette agence doivent aussi gérer leur propre vie. Alors dans cette agence on retrouve Camille Cotin, Thibaut de Montalabert, Grégory Montel, Liliane Révert, et surtout dans la série, ce qui fait aussi le charme de la série, c'est qu'on retrouve souvent des acteurs qui jouent et des actrices qui jouent leur propre rôle. Oui, c'est ça, c'est que le propos de cette série, c'est le pitch de la série permet de faire venir le temps d'un épisode des grands noms du cinéma. Exactement, donc en fait dans les acteurs célèbres et actrices célèbres, on avait Cécile de France, Nathalie Baye, Jean Dujardin, Isabelle Adjani, et du coup la nouvelle du jour, c'est que pour le film, on a 2 noms américains qui sont associés au projet, qui sont George Clooney et Eva Longoria. Donc voilà, donc What else ce sera Oui. donc, voilà. Et donc, tu disais film, mais ce sera un film Netflix. Exactement, ce serait un film Netflix. Alors il y a encore un petit flou sur est-ce que ça va être exclusivement sur la plateforme ou s'il y aura une sortie ciné. Mais en tout cas, le projet est complètement produit par Netflix. Ouais. Pas chez nous. Pas chez nous. Ouais, chez nous, c'est pas possible. Oui, ok. Toujours Netflix, tu disais, et ça vient de tomber, Andou, encore. Ouais, ça vient de tomber. non, alors attends. Alors là, je vais. Qu'est-ce qui vient de tomber ? Là, il faut que je prenne mon souffle, il faut que je connecte tous mes neurones, parce que là, on va parler guerre de pouvoir au sein des médias. Oh. Ouais, parce que du coup, une nouvelle attaque de Netflix, du coup, qui voudrait s'emparer d'une très grosse, un très gros nom, un très gros major, un major. Bon, si je vous dis CNN, ça vous dit quelque chose ? La chaîne d'information américaine. Ouais, voilà, ouais. Si je vous dis HBO, ça vous dit quelque chose ? On commence à se rapprocher. Donc tout ça, en fait, c'est englobé par Warner Bros. Et donc, ouais, l'idée, c'est qu'il y ait des rumeurs qui courent, en fait, que Netflix veut racheter Warner Bros. Et là, on est sur un niveau de chaîne alimentaire que je comprends pas très bien. Là, parce que c'est énorme, Warner Bros. Ouais, c'est énorme, ouais. Mais en fait, apparemment, Warner Bros. Alors, j'étais pas présent à la réunion où ils ont décidé ça, mais en gros, ils t'ont pas convié. Non, les bâtards. mais en gros, quelqu'un a enregistré la visio et l'a balancé sur Internet, sûrement. Et en gros, le PDG de Warner, en fait, il a dit qu'il était prêt à mettre son joyau sur la table et après, allez-y, faites vos offres.
Et en gros, Netflix, pour le coup, Netflix, c'était là. Ouais, mais en fait, nous, Warner, c'est peut-être un peu trop gros. Tout nous intéresse pas forcément. Genre les vieilles chaînes, genre CNN ou trucs comme ça, franchement, non, que dalle. Par contre, toute la chaîne, toute la partie catalogue les intéresse vachement. Ah, voilà. Et toute la partie studio pour pouvoir faire aussi leur propre création originale Netflix/Warner, ça les intéresse beaucoup. Donc c'est surtout cette partie-là qui intéresse Netflix. Donc c'est sur ça qu'ils font leur offre. Ouais, C'est-à-dire que la production de Warner irait aussi chez Netflix. C'est ça, ouais. Tout Ce nouveau film Warner serait un film Netflix. Un petit peu, peut-être slash Netflix. Tu vois, c'est comme par exemple Disney/Pixar. Là, on sera plutôt Netflix/Warner. Mais Warner resterait quand même. Le nom de Warner resterait dans la production quand même. C'est une dinguerie parce que chez nous, la chronologie des médias empêche totalement un film de plateforme à l'heure actuelle d'avoir une diffusion ciné. Donc ça voudrait dire plus de films Warner au ciné. Ou alors, exception culturelle oblige, film au cinéma et puis un peu plus tard sur la plateforme française. Un peu verrouillé par zone géographique. Oui, mais alors, je suis d'accord, mais c'est pas le business model de Netflix, hein, de mettre des trucs dans nos salles de cinéma, puis de les avoir plus tard sur leur plateforme. Ouais, tu mais vois. si ça leur permet d'avoir tout le catalogue Warner, je rappelle que le Je catalogue pense que c'est Warner, le catalogue qui les intéresse vraiment. c'est tous Mais après- les films DC Comics, donc Superman, c'est un truc de Batman, ouf. Bah oui. c'est tout Harry Potter, c'est tout le Seigneur des Anneaux aussi. Et- Oui, non, mais ça, justement, c'est de la diffusion vidéo. Ça, ils oui. peuvent déjà le diffuser sur leur plateforme s'ils le rachètent. Non, Et mais les c'est surtout séries HBO. la question, c'est HBO Max en fait aussi. Et oui, Ah ouais, et ouais, la bien plateforme sûr. HBO, qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle devient Ouais. Qu'est-ce qu'elle devient Non, moi, je pose Ouais. juste la question pour les nouvelles productions, hypothétiquement, de Warner, qui seraient donc directement chez Netflix. Est-ce que ça veut dire que Warner mettrait plus de films au cinéma en France ? C'est flippant. Enfin, bon, c'est vertigineux. Ouais. Eh ben, vous le saurez au prochain épisode. Yes. Voilà. D'accord. Donc, ça vient de tomber encore une dernière fois. Et vous savez où qu'est-ce que c'est Encore sur Sur Netflix. Et là, attention, on va parler de Adam Driver. Ok. Ouais, Adam Driver revient dans un projet associé à Netflix. On rappelle qu'Adam Driver avait connu le petit écran déjà avec Girls, qui est la série créée par Lena Dunham, dur à dire ça. Mais sur Netflix, par contre, on l'a déjà vu notamment dans White Noise et dans Marriage Story, donc, Marriage Story, oui. qui ont été Tout à tous fait. réalisés par Noah Baumbach. Oui. Bar. Bombach. Oui, Baumbach. Je ne le connais pas personnellement, j'ai pas demandé. Donc cette fois-ci, Adam Driver revient avec un autre réalisateur et il s'agit du réalisateur. Alors si je vous dis Philippe Barantini, alors ça c'est sûrement pas italien, mais bon, ça vous dit quelque chose, Barantini? Donne des exemples. Alors je donne pas un exemple, je dis juste une prouesse technique qu'il a faite il y a pas longtemps sur Netflix. En gros, il a fait une mini-série en 3 épisodes entièrement en plan séquence. 4 épisodes, c'est adolescence. 4 épisodes, c'était adolescence. Pourquoi j'ai dit 3? Parce que le 3e épisode était tellement waouh que je me suis arrêté au 3e. mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, Mais ouais. donc voilà, donc c'est le mec qui a Philippe- fait Chef. Enfin, Aussi. le film Chef. Ouais, il au a fait cinéma, chef aussi, ouais, donc ouais. c'est un mec un peu plan séquence, quoi, on va Ouais, dire. c'est monsieur plan séquence. Donc Barantini cette fois-ci ne baratine pas avec son scénario, puisque là on part sur une station-service isolée dans le sud de l'Illinois, dans lequel va avoir lieu une prise d'otage. Alors moi, cette fois-ci, du coup, vu qu'il aime bien les plans séquences, genre à l'intérieur d'un resto, là, du coup, on peut imaginer le plan séquence à l'intérieur d'une station-service, que ça peut donner. Mais voilà, donc c'est une prise d'otage. Donc il va y avoir à la fois le détenu évadé qui s'est fait en fait coincé par la police, qui est joué par Adam Driver. Et de l'autre côté, il va y avoir un négociateur. Voilà, on n'en sait pas plus, mais bon, on est là. Donc voilà, disponible sur Netflix, on ne sait pas quand, mais en tout À cas, suivre, à parce suivre, que le projet dans les adolescence, tuyaux. c'est énorme. Voilà, exactement. Et ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse la suite. Merci beaucoup Andou et on va enchaîner directement avec notre gros plan de la semaine et ce gros plan, il est sur Frankenstein. On l'a dit, le nouveau film de Guillermo del Toro, une exclusivité Netflix, c'est le retour de Frankenstein avec un casting 4 étoiles et un des rendez-vous les plus prisés de cette fin d'année. Un film de 2h30 qui sort ce vendredi 7 novembre et qu'on a eu la chance, nous, de voir un petit peu en avance. Vous, le grand Victor Frankenstein, vous auriez fait une erreur. J'ai fabriqué quelque chose d'horrible. Pas quelque chose. Quelqu'un. Il en découlera un carnage.
Alors on rappelle que c'est un film qui est une adaptation du roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, sorti en 1818, et que l'histoire c'est celle d'un scientifique brillant mais un petit peu égocentrique qui s'acharne à défier les lois de la vie en donnant naissance à une créature dans le cadre d'une expérience interdite et inédite. Ce geste empreint d'orgueil entraîne la perte irréversible aussi bien de son créateur que de sa création tragique. La première chose que j'ai envie de vous poser un petit peu à tous les deux, Frankenstein au global, c'est un personnage qui vous parle, d'après tout ce que vous avez pu voir sur lui dans d'autres œuvres? Alors moi personnellement Frankenstein en fait c'est quelqu'un que je pense en plus c'est vrai je pense que je n'ai pas vu le film original tu vois enfin le vrai Frankenstein pour moi c'est un monstre de cinéma qui est que du coup est tellement dans la conscience collective que du coup j'ai des images de lui sans avoir peut-être jamais vu de film de lui, c'est assez incroyable, contrairement à Dracula par exemple quand on disait ouais on allait voir Frankenstein je me suis dit ah putain c'est encore un remake moi j'ai préféré celui de Coppola en fait non en fait c'était pas Frankenstein. Donc pour moi Frankenstein par exemple je le retrouve plutôt enfin c'est un mythe que qu'on retrouve beaucoup. Donc par exemple là la dernière fois que je sais que c'était un mythe de Frankenstein c'était Pauvre créature. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà mais en fait en vrai voilà Frankenstein voilà c'est un peu et moi Frankenstein ça me fait beaucoup penser à Tim Burton aussi mais parce que Frankenweenie. Ouais, voilà donc en fait voilà pour moi Frankenstein c'est un peu tous ces monstres après après en prenant du recul j'aime bien en fait cette idée je crois qu'il y a quand même une espèce de valeur ou il y a un message derrière ce personnage monstrueux non? Il y en a pas mal, on va en parler, notamment de ce que fait Guillermo del Toro, qui change un petit peu de registre. Gauthier, ton rapport à Frankenstein initial? Écoute, moi j'ai découvert le film de James Whale de 1931. Ouais, 31, t'es sûr. It's alive! It's alive! Avec Boris Karloff dans le rôle de la créature de Frankenstein. C'est un film que j'aime beaucoup, un film très court qui dure 1h15, quelque chose comme ça. Et il a une suite l'année suivante quasiment il me semble qui s'appelle La créature de Frankenstein que j'aime beaucoup aussi mais j'aurai l'occasion de vous et une suite après qui s'appelle Frankenstein fond du ski. Non mais tu crois pas si bien dire parce que en vrai il y a énormément de suites à Frankenstein. Frankenstein là moi j'ai tout un coffret de 5 films chez moi où il y a le fils de Frankenstein etc. Enfin c'était un multiverse comme on en connaît aujourd'hui avec le MCU et tout et qui a fait un premier film qui est énorme un deuxième film qui est pas mal et puis ensuite bon, la qualité baisse. Mais j'ai quand même une confession à faire, c'est que le bouquin de Mary Shelley, ça fait des années, littéralement des années qu'il est dans ma sacoche, donc il vient partout avec moi. Pourquoi? Parce que je l'adore? Non. Parce que je l'ai commencé, j'en suis à la moitié et je n'arrive pas à le terminer. Tout ça pour une simple et bonne raison qui est que c'est écrit à la première personne sur le ton de la littérature gothique britannique et c'est toujours des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont là « Ah, pauvre de moi, qu'est-ce qui m'a pris de faire une telle folie ?» et tout. Et je finis par me dire « Ah, tu me saoules, j'en peux plus. » Moi, je pensais que c'était parce que à chaque fois, tu perdais le marque-page, du coup, tu étais obligé de recommencer à zéro à chaque fois. Et non, donc j'ai pas réussi à lire la deuxième moitié de ce livre, alors que je le ferai bien un jour, j'espère, parce que bon, faut pas mourir idiot, mais à cause de cette écriture, j'ai beaucoup de mal à avancer là-dedans. Et c'est dommage, parce que c'est l'écriture gothique de cette époque-là. Mais d'ailleurs, il n'y a pas un film sur Shelley? Oui, Mary Shelley avec Julia Roberts et John Malkovich, il me semble. Il y en a eu un plus récent aussi. C'est ça. C'était autour de Frankenstein aussi, du coup, celui-là, non? Ouais, c'est l'histoire vraiment de l'autrice. De l'autrice. Oui. Et alors, peut-être que moi, je confonds deux trucs. Peut-être que le truc avec Julia Roberts et John Malkovich, c'était plutôt autour de Dr. Jekyll et Mr. Hyde en 1996. Je confonds peut-être plusieurs films. Ça, c'est bien possible. Alors, Gauthier, qu'est-ce que tu en as trouvé, toi, de ce nouveau Frankenstein, pour le coup, puisqu'on a eu la chance de le voir un petit peu en avance? Alors justement, je parlais de l'écriture gothique du roman. Je pense que ce Frankenstein qu'on a découvert il y a quelques jours fait de son mieux pour adapter ce roman à l'écriture gothique cinématographique d'aujourd'hui. Et pour le coup, personne ne peut faire ça mieux que Guillermo del Toro, qui est vraiment l'auteur gothique moderne par excellence. On peut repenser à Crimson Peak, par exemple, qui était vraiment un film sacrément gothique, ou à La Forme de l'eau, tout simplement, qui avait aussi sa dose de gothique.
peut-être tout simplement le labyrinthe de Pan. Mais en tout cas, on a à la fois des plans super larges, hyper riches, avec une photo absolument délicieuse, quelque chose de si spectaculaire que je me disais, on va découvrir ça sur petit écran. Quel dommage. Nous, on l'a vu au cinéma. Ouais, quel dommage. Ah, Et purée, la nous, chance. on l'a vu au cinéma, et ça, c'est vraiment un truc qui est paradoxal. Encore une fois, moi, je voudrais découvrir ces films comme les gens vont le découvrir, c'est-à-dire plutôt sur ma télé qu'au cinéma. Mais Netflix, ils sont là, c'est fait pour être vu sur le grand écran. Alors, qu'est-ce que vous foutez à les diffuser sur télévision? J'y comprends rien. Bref, on en a déjà parlé, ça, de la question du format. Mais donc, il y a ces plans avec cette lumière délicieuse. C'était en scope, du coup, j'imagine. Oui, tout à fait. Oh là là. Il y a ce lyrisme quand même qui reste du roman, qui est incarné par Oscar Isaac, qui est en voix off pendant les 2 tiers du film, avant qu'on contrebalance et qu'on voit le point de vue de la créature de Frankenstein, et là c'est sa voix off qui va prédominer. Donc il y a toujours cette notion de voix off et de parler au premier degré, à la première personne, qui faisait le charme gothique un peu too much du roman, donc. Et il y a toute cette esthétique que Guillermo del Toro adore développer, avec des touches de rouge très très rouges qui vont d'abord s'infiltrer dans l'image, puis gagner de plus en plus de place, et tout ça. C'est des grands sentiments humains. Même l'actrice principale, elle s'appelle Mia Goth, tellement tout ça est gothique. J'adore. Et donc ça, c'est ce qui emporte le plus le morceau pour moi. Alors justement, je reviens, il y a bien un film de 2017 qui s'appelle tout simplement Mary Shelley avec Elle Fanning. Voilà, c'est de ça dont on parlait. Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et dans tout ce bien, il y a quelques petites touches qui m'ont un peu fait décrocher ou qui m'ont empêché de trouver ça très très bien. Vous voyez un peu voilà, c'est comme quand on a un bon élève et qu'on lui dit bon, mais tu n'auras que 15 sur 20 parce que je t'attendais à 18. Parce que je ne mets jamais de 20 sur 20. Enfin, je déteste ces profs. Gauthier, justement, on parlait du style visuel et de la mise en scène de Guillermo del Toro. Tu trouves que vraiment ça contribue à la poétique du récit, c'est ce que tu disais. Mais est-ce que ce côté lent et contemplatif de près de 2h30, est-ce que ça sert la tension dramatique de son côté, ou est-ce que ça la diluerait pas un petit peu? Oui. Je te réponds à ça tout de suite. Effectivement, après vérification, je pensais à un film qui s'appelait Mary Riley sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mary Riley, Mary Shelley, moi, je comprends. Voilà, qui était avec Julia Roberts et John Malkovich. Bref, sur le style graphique, et sur cette dimension un petit peu contemplative. Il faut comprendre que Guillermo del Toro, sa lecture de Frankenstein, ça va être d'être un contre-pied total à ce qu'on a fait faire à Frankenstein jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la lecture habituelle de Frankenstein qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, c'est un scientifique un peu fou, mais qui veut repousser les limites de ce que la science peut faire, réussit à reconstituer un homme à partir de morceaux de corps différents qu'il est allé déterrer, trouver un cerveau encore valable, assembler tout ça comme un robot organique, au fait, et lui redonner vie. Et là, il fait naître la vie, donc il a fait naître une créature, il a donné naissance à une créature, mais il ne sait pas à quoi il a donné naissance. Et la créature, vu que c'est une créature un peu monstrueuse, elle va aller faire des mésactions, des méfaits, des crimes qui échappent complètement à son créateur. Et donc, il faut détruire la créature. En gros, c'est comme ça qu'on a pris Frankenstein jusqu'à maintenant. Là, c'est pas du tout ça le programme. Déjà, le choix de l'acteur Jacob Elordi, c'est ça? Jacob Elordi. Jacob Elordi, pardon. Vous l'aviez vu dans Saltburn et dans Euphoria, la série Euphoria, comme tu me le disais, c'est un mec qui est géant, qui lui-même fait 2 mètres de haut, je crois. Et donc, Jacob Elordi, E-L-O-R-D-I. Elordi, Sébastien. qui est c'est basque. Non, mais vraiment, c'est vrai. Il est d'origine basque, entre autres. Qui est hyper grand. Il est aussi hyper beau. Et c'est la première fois qu'on voit une créature de Frankenstein qui est aussi belle à regarder. Et ce qui en fait un assez beau héros romantique, justement. Les rôles vont s'inverser. C'est-à-dire que le monstre, ça va être même dit de manière un petit peu littérale dans le film. Le monstre, ça va être bien dit. Hein. Oui, ça va être répété bien dit. Un certain nombre de fois. Le monstre, c'est le créateur. C'est plus la créature, c'est le créateur. Et il y a un rapport
de Deus ex machina pendant tout le film, de créature qui veut rencontrer son créateur. Ça, c'est assez joliment pensé. Alors justement, comment tu trouves que le film traite la question du corps reconstruit, le rejet, l'acceptation? Là, on a quand même une créature qui, quand elle naît, n'est pas sujette au péché originel. Il y a une espèce de candeur, de bien, et c'est l'expérience et les gens autour qui vont peut-être ternir la médaille. Ça, c'est un peu textbook le paradis perdu, si tu veux. Donc, il y a quelque chose de très, très... Il y a un parallèle biblique qui est très fort pendant tout ce film. Cette créature qui naît totalement innocente, elle va être pervertie au contact au contact d'autres gens, au contact du monde, en faisant l'expérience de la vie, tout simplement. D'ailleurs, plus elle va apprendre le langage, plus elle va avoir accès à une forme de perversion. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'histoire d'une créature qui naît et qui se demande, la première question qu'elle peut se formuler, c'est quel est le sens de moi, pourquoi je suis là, et j'ai besoin de demander ça à la personne qui m'a créé. Et la personne qui l'a créé a pas beaucoup plus de réponses à lui apporter que je pouvais le faire, donc je l'ai fait, tu vois. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant de penser à ça parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans The Truman Show, mais c'est une scène qui me passionne, moi. C'est la dernière scène du film où Truman peut enfin rencontrer, apparaissant dans le ciel, le producteur qui a décidé que sa vie allait être une émission de télé, donc littéralement son Dieu. Et là, il peut converser avec Dieu et il lui dit « Est-ce que tu veux rester dans ton studio là et continuer à être le gars que j'ai décidé que tu serais ?» Et la première réponse qui lui vient, c'est évidemment « Non, maintenant que je sais qui t'es, j'ai plus peur de toi, Dieu, et donc je me casse. » Donc toutes ces interrogations très fortes sont dans ce Frankenstein et je trouve ça passionnant. Alors justement, est-ce que tu trouves que Del Toro, alors que ce soit à travers la créature, mais aussi par rapport à la vision du créateur, qui s'autorise de dépasser des limites sans savoir les conséquences, c'est quand même Est-ce que tu trouves que Guillermo del Toro a un discours très actuel, a bien mis au goût du jour les écrits de Mary Shelley? T'es en train de m'embarquer sur l'IA ou... Je sais pas, sur plein de choses, il y a plein de trucs. C'est tout plein de questions qu'on peut se poser encore, mais je pense que c'est tout plein de questions qu'on se posera toujours à partir du moment où l'ère industrielle est passée et où l'homme a envie de devenir à son tour Dieu. Je pense que toutes ces questions-là sont dans les écrits de Mary Shelley à la base, quoi qu'il arrive. Le titre veut bien dire ce qu'il veut dire, hein, le Prométhée moderne. C'est ça. Maintenant qu'on a le feu dans les mains, qu'est-ce qu'on en fait et jusqu'où ça va nous mener? Moi, je crois que tu parlais d'archétypes tout à l'heure pour Frankenstein, Andou. Il y a plusieurs archétypes dans la littérature. J'ai un peu du mal à faire le distinguo, mais tu vois, Frankenstein, ça serait une version de Pygmalion qui serait sévèrement parti en sucette, tu vois. C'est un Pygmalion un peu monstrueux, quoi. Qu'est-ce qu'on a de très comparable dans le cinéma? Il y a quelque chose de ça dans Metropolis, par exemple, ou dans le 5e élément. J'allais dire, moi, dans les aliens aussi, avec ce côté... Absolument, bien sûr. Ouais. Et le monstre, et de la création, la créature, etc. Surtout dans Prometheus et Covenant. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Et vraiment, moi qui suis pas un kiffeur de Guillermo del Toro, parfois c'est trop regardez-moi comment j'ai un esprit trop génial et comment je vous imagine des trucs, ça me fatigue. Je trouve que l'esthétique prend trop le pas sur le reste. Là vraiment, je me suis régalé sur sa vision, son angle, son point de vue sur toute cette histoire, même si elle est... Alors, pour le coup, je le sais, elle n'est pas parfaitement calquée sur celle du roman. Elle adapte beaucoup, mais j'ai trouvé brillant comment ce début avec le personnage de Christophe Waltz qui finance les recherches du docteur Frankenstein fonctionne. Il est lui-même l'oncle, il me semble, du personnage interprété par Mia Goth qui va vouloir se marier au frère du docteur Frankenstein, ce qui va attiser une jalousie chez le docteur Frankenstein qui va utiliser sa propre créature pour aller à l'encontre de ce truc-là et tout. Tout ça, et évidemment, tout ça va nous mener à ce que la créature de Frankenstein veuille devenir le compagnon
de Miyagoth, puisqu'il se sent seul dans ce monde. Les grands sentiments, le romantisme, Eros et Thanatos, tout ça, waouh. On en prend plein la vue, quoi. Je sais pas, ça peut vous sonner comme des clichés, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime bien écouter les Cure et tout ça, donc voilà. Pour terminer, je dirais qu'il y a aussi pas mal de petits rôles secondaires qui n'étaient pas forcément trop mis en avant par la com, donc on va pas les révéler, mais qui font vraiment le taf, que ce soit le capitaine du bateau, que ce soit le papa du docteur Frankenstein ou d'autres que j'oublie. Et puis t'avais dit que c'était contemplatif, mais il y a quand même 2-3 scènes, on en prend plein la gueule. Notamment la scène d'ouverture, là où il y a Frankenstein qui rentre dans le lard à quelques marins. Il y a 2-3 plans où tu te dis wow, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Et juste, il y a 2-3 scènes un petit peu glauques à base de découpe de morceaux d'humains. Oui, bah oui, c'est Frankenstein, les Oui, gars. c'est bien fait. On nous épargne pas les détails. Mais voilà, c'est pas la globalité du film. Le reste beaucoup plus, comme tu disais, romantico-tragique, plutôt que démonstratif, sanguinolent. Et donc, depuis 1930, il n'y a pas eu de remake de Frankenstein jusqu'à 2025. Si, il y en a plein. Bah, si, il y a celui de Kenneth Branagh, par exemple, avec ok. Robert De Niro dans le rôle de la créature. Et il me semble que c'est Kenneth Branagh lui-même qui jouait le docteur. Ah, Et ça me dit un Helena truc, ça. Bonham Carter qui jouait la fiancée. Gothique, il me semble. normal. Voilà. Ok, Il y avait la série aussi avec Eva Green et Josh Hartnett. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Pas Peaky Blinders, Non. n'importe quoi, Penny Dreadful. Penny Dreadful, je crois qu'il y a Oui. un Frankenstein dedans. Et il me semble qu'il y a un nanar qui s'appelle Moi Frankenstein. Oui, mais il y en a dans Scooby-Doo, il y en a dans la famille Adams. En fait, il est partout, mais on peut aller jusqu'au bout. Et c'est un des personnages aussi, quand même, on va le dire, où on pense souvent que Frankenstein, c'est le monstre. nom du monstre, ouais. Comme Ouais. quand on dit Zelda, c'est le nom du héros. Non, c'est l'inverse. Hein, donc, Comme c'est C'est un peu le le fils naturel, enfin c'est la créature de Frankenstein. Ah, c'est On se dit qu'il a Frankenstein Junior, quoi, en ouais, fait, il a récupéré le blaze. D'ailleurs, Frankenstein Junior, énorme adaptation de Mel Brooks, très très drôle. donc, je rappelle que ce Frankenstein est disponible depuis le vendredi 7 novembre, donc aujourd'hui sur Netflix. Et Gauthier, on assiste depuis pas mal d'années justement à des réinterprétations des monstres classiques. Et sur le sujet, tu avais envie de mettre tes pieds dans le plat. Et donc Gauthier, c'est quoi toutes ces histoires de monstres ? On va dire les vrais trucs. On va dire les vrais trucs sur un studio en particulier, qui est la Universal. Et on va essayer de faire le point sur ce qu'on appelle les Universal Monsters et où on en est de cette dynastie de films qui est apparue au cinéma depuis les années 20, hein, carrément, puisque même dans l'ère muette, il y avait déjà des films comme Notre-Dame de Paris ou Le Fantôme de l'Opéra ou des trucs comme ça, qui mettaient en scène ce qu'on va appeler les fameux Universal Monsters. Et l'âge d'or des Universal Monsters s'est incarné entre les années 1930 et 1950. Les Universal Monsters originaux, ce qu'on considère comme les classiques, il y en a 8. Est-ce que vous les connaissez ? Alors, Dracula, la momie, la créature de Frankenstein. Il doit y avoir le loup-garou, Le loup-garou. l'homme invisible. Oui. Dr Jekyll, il compte ou pas ? Non. Ah, dommage, parce qu'il aurait fait double. Dorian Gray non plus. Il te manque le fantôme de l'opéra. Ah, il est Ah oui, dedans. il est dedans. Il te manque la fiancée de Frankenstein. Oh. Et il te manque La créature du marais. exactement la créature du lac noir. Et là, on a les 8. Bravo. Alors, depuis qu'on a fait des films avec ces... J'adore les quiz. Depuis qu'on a fait des films entre les années 30 et les années 50 avec ces créatures-là, comme je vous le disais, on fait un premier film et devant le succès du premier film, on fait des suites jusqu'à ce qu'on puisse plus tirer sur la corde parce que le public n'y va plus, parce que c'est devenu trop des nanars. Chacune de ces créatures a son premier film et toutes ses suites, évidemment. On faisait déjà des crossovers, hein, on les faisait se rencontrer, Frankenstein contre Dracula ou des trucs comme ça. Donc ça marche déjà tout pareil que les sagas Fast and Furious ou les sagas Marvel et tout ça. L'idée chez Universal, c'est que à l'époque, Universal était un studio spécialisé dans le cinéma d'horreur. Et d'ailleurs, si vous regardez les line-up chaque année de Universal, vous verrez qu'il y a encore des petites traces de ça chez Universal. L'idée, c'était de faire... c'est comme maintenant, hein, quand ils faisaient des films d'horreur, ça coûte pas cher, c'est pas des films très longs, c'est pas des stars waouh, mais c'est très efficace sur le public. Donc, ding, 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 on récolte de l'argent assez facilement. Depuis que ces Universal Monsters ont connu un âge d'or,
ils sont partis vagabonder un petit peu partout. Il y a notamment de studios britanniques des années 60, la Hammer, ça les a récupérés énormément. On se souvient de Christopher Lee en Dracula. Peter Cushing, etc. Oui, bien sûr, ouais, dans certaines adaptations de Sherlock Holmes et tout. Donc la Hammer a beaucoup travaillé avec ces monstres, mais pas uniquement. Mais il y a eu des tentatives très officielles de rebooter ces Universal Monsters chez Universal et de refaire ces crossovers avec cette mythologie et tout ça. Et c'est là qu'arrive Tom Cruise, non? On y est? Pas encore. Pas encore, tout à fait. Vous vous souvenez de La Momie avec Brendan J'adore. Fraser. J'adore. Ouais. Voilà. C'est Steven Sommers. On est là. Exactement. Là, c'était déjà une tentative de rebooter ce Universal Monsters. Donc la momie, pour le coup. La Momie, Momie, ouais. c'était il y a 25 ans. Et donc déjà un quart de siècle qu'on est là-dessus. Imhotep. La Momie, joli succès. Du coup, deuxième film. La Momie 2. Deuxième film, il me semble, avec Dwayne Johnson. Ouais, en Roi Scorpion en Entre autres, 3D. ouais. Voilà. Et c'était puis, dur, ça c'est un petit peu banané. Donc, bon. Ils ont fait le 3. Ils ont fait le 3 qui était un spin-off sur le Roi Scorpion, c'est ça uniquement, ou un truc comme Alors, ça. il y a le spin-off sur le Roi Scorpion, mais il y a la momie 3, mais ça se passe en Chine. C'est pas avec Marc Dacascos? Non, c'est pas ça? Non, c'est ça, ça. Ouais, on voit au souvenir collectif qu'on en a comment la trajectoire de tout ça c'est parti dans le mur. Mais on n'en est pas resté là, puisque rappelez-vous Wolfman en 2010 avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, film très très coûteux qu'on avait lancé en grande pompe et qui s'est encore une fois totalement banané. Alors bon, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On arrête les frais. Et là on s'est dit c'est mal connaître Hollywood. Non, c'est rageant parce que les Universal Monsters, on sait que ça peut marcher. Ouais, il manque quelqu'un. Donc on va mettre tout le paquet, on va faire tout le contraire. Et là, mais les gars, on prend Tom Cruise. Voilà. Et Tom Cruise, il va nous jouer la momie. Et on va repartir avec la momie. Ça va être énormissime. Il va y avoir une cascade de Tom Cruise de déglingo dans le film. Ça va être un film fou. Et ils l'ont lancé. Et d'ailleurs, avant même de le lancer, vous savez ce qu'ils ont fait, les petits foufous? Ils ont fait une annonce avec une photo très officielle pour dire: alors les gars, les Universal Monsters, ça va être gueudin. Le Dark Universe revient. On a Javier Bardem qui va faire Frankenstein. On a Angelina Jolie qui va faire la fiancée de Frankenstein. On a Russell Crowe qui va jouer Dr. Jekyll. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Russell Crowe qui va faire le fil rouge entre tous les films. Et il y avait Johnny Depp qui devait faire l'homme invisible. Une photo avec tous ces gars-là. Ensuite, ils sortent le film avec Tom Cruise. Et c'est une gamelle intersidérale. Tom Cruise remporte même le Razzie, lui qui a jamais gagné un Oscar de sa vie. Il remporte le Razzie du pire acteur de tous les temps. Enfin, pas de tous les temps, de cette année-là. Donc, c'est une banane complète. Et quelques années plus tard, au lieu de se dire, on laisse tomber les gars parce que voilà. Et entre-temps, il y a eu des Dracula chez Coppola, il y a eu plein de trucs en plus. Les autres s'en servent. Il faut comprendre que entre-temps, tout ça est libre de droit. Donc tout le monde peut un petit peu s'en servir. Mais tu vois déjà le Dracula de Coppola qui coïncide un petit peu avec le Frankenstein de Kenneth Branagh. Je me demande si c'était pas déjà une tentative de remettre ça sur... Donc là on se retrouve en 2019. Et en 2019, il y a un mec un peu malin qui s'appelle Lee Whannell qui se dit: vous vous souvenez les gars, quand tout ça c'était des films qui coûtaient 2 francs 6 sous et qui étaient rentables justement parce que ça coûtait pas très cher et que c'était malin. On va reprendre la franchise et on va la reprendre exactement à cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'est né Invisible Man, qui est un film emmené par Elisabeth Moss, qui ne doit pas coûter 0 non plus, mais qui coûte beaucoup moins cher que le truc avec Tom Cruise où il y a des effets spéciaux de partout et des cascades de malades. Et c'est un film assez simple, assez serré. C'est un thriller sur l'homme invisible. En fait, c'est un mari violent. Et la première scène, c'est la femme de l'homme invisible qui s'échappe. Et c'est comment elle va, alors même qu'elle sait qu'elle s'en est sortie, elle va vivre toute sa vie avec la peur que son mari violent revienne sous la forme d'un homme invisible. Et ça, c'est très intelligent comme propos quand même. Et c'est actuel, encore une fois. Et c'est actuel et c'est mortel. Donc le film cartonne. Et là, on se dit,
on tient un truc, on va pouvoir continuer dans cette direction. Universal, je sais pas pourquoi, les petits foufous annoncent déjà qu'il va y avoir un Invisible Woman avec Elisabeth Moss et que ça va être la suite. Sauf que là, leur tombe dessus la crise sanitaire, le Covid, et donc on peut rien trop mettre en chantier. Après quoi, le Covid, il s'est passé 2 ou 3 ans où on n'a rien fait, on a un peu oublié l'homme invisible, on sait pas trop comment remettre le pied à l'étrier. Lee Whannell s'y remet, il livre Wolfman, donc le loup-garou, et cette fois son Wolfman est un propos sur la parentalité toxique, c'est-à-dire les crises de colère qu'on se met à taper sur des enfants beaucoup trop petits et comment on se met à avoir peur de son père. Et peut-être que si son père il fait ça, c'est parce que lui-même avait peur de son père et tout ça. Bonne idée, chouette idée. Le film était pas mal. Seulement, je sais pas pourquoi Universal a décidé de pas du tout le pousser en avant et de le tuer un petit peu dans l'œuf. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui des Universal Monsters, un truc qui essaye de renaître de ses cendres, un phénix qui éternellement recrève une fois qu'il est poussin. Tu vois, sous la forme poussin, hop, et il essaye de renaître de ses cendres. Et je comprends pas très très bien ce qu'on fout. Je pense que soit il faut vraiment s'organiser, se mettre d'accord et faire les choses très bien et de manière sobre, mais les faire une fois pour toutes, soit peut-être se dire que tout ça est un truc centenaire maintenant et qu'on est passé à autre chose. Merci beaucoup Gauthier. Merci à vous. Je propose d'enchaîner directement, c'est l'agenda de la semaine. Et cette semaine, on va parler des sorties entre le 3 et le 9 novembre qui ont retenu notre attention. Et en fait, il y a un petit truc à commencer fin octobre. Et j'en parle là parce que c'est quand même un peu plus atypique et très français. Et ça nous concerne un petit peu puisque c'est un podcast à succès. Alors, Il s'appelle Originals. Non. Beaucoup plus de succès que Originals en l'occurrence, puisque c'est le podcast de Léna Situation, qui du coup s'appelait, si je dis pas de bêtises, je me le suis noté quelque part, Canapé 6 places, voilà, qui est devenu un programme sur Disney+. J'ai vu ça. Ça s'appelle Couch et il y aura donc un épisode comme ça diffusé régulièrement. Sauf que au lieu d'avoir notre copain cinéma, journaliste cinéma ou notre copain youtubeur, les copains de Léna Situation, en tout cas de la production de Disney+, qu'ils arrivent à lui obtenir comme invité. Ils sont un peu plus huge, puisqu'il y a Rihanna, il y a Jenna Ortega et Tim Burton, il y a Zendaya, il y a Billie Eilish, il y a Florence Pugh, il y a Omar Sy, Greta Gerwig ou Charlie XX. Waouh. Voilà, donc c'est le fameux canapé rose devenu emblématique sur lequel la créatrice de contenu s'assoit et discute créativité, réussite, vulnérabilité, etc. Et donc voilà, maintenant c'est aussi un programme sur Disney+. Franchement, tu me donnes un canapé Rihanna, moi aussi je te fais un truc. Attention. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Ah, livre Rihanna alone. Le 4 novembre, toujours sur Disney+, en 10 épisodes, une série qui s'appelle All's Fair. C'est quoi ? C'est la rencontre entre Kim Kardashian et Glenn Close, mais sous la plume de Ryan Murphy. Alors, c'est qui Ryan Murphy ? C'est le monsieur qui est derrière American Horror Story. Donc, on imagine que le personnage de Glenn Close et de Kim Kardashian, évidemment, vont être dans l'horreur. Mais non, ce sera l'horreur sociale. Pourquoi ? Parce que elle joue 2 personnages qui sont lassés d'un cabinet d'avocats dominé par les hommes. Et justement, elles vont se spécialiser en divorce et vont créer leur propre cabinet. Donc voilà, ces 2 femmes, après, vont affronter plein d'affaires explosives avec des secrets sulfureux, avec autant de trahison dans le tribunal que entre elles, bien évidemment. Au casting, on retrouve aussi Naomi Watts, Sarah Paulson, une habituée de la maison. Donc voilà, ça s'appelle All's Fair et c'est dispo sur Disney+ depuis le 4. Ryan Murphy, c'est aussi Monstre dont on vous a parlé il y a quelques émissions, et puis c'est aussi Grotesquerie sur Disney+, dont tu nous avais parlé dans l'agenda l'an passé. Ouais. Tout à fait. Le 6 novembre, donc depuis hier, a priori, sur Netflix, c'est Le Président foudroyé, une mini-série en 4 épisodes en costume. La série, elle retrace l'ascension et la chute tragique de James Garfield, qui était le 20e président des États-Unis. On est en 1881, et son assassinat qui a été orchestré par son admirateur dévoué, Charles Guiteau. Et du coup, c'est avec Michael Shannon et Matthew McFadden.
Et on le doit notamment à Mike Makowski, qui était le monsieur derrière Tic Tic Boom. Et enfin, pour finir, ça sort le 9. Et là, j'ai envie de vous parler d'un truc. Ce qu'on aurait appelé à l'époque un direct to DVD ou un direct to TV. Mais voilà, l'actu est ce qu'elle est. Et je voulais aussi parler un petit peu sur Paramount d'un film, donc un téléfilm de 90 minutes avec Kate DeCastillo et Mark Blucas qui jouaient un petit rôle dans Buffy contre les vampires il y a à peu près 30 ans. Et ça parle de quoi? D'un milliardaire sportif passionné de chasse humaine sur son domaine qui va se retrouver à chasser une proie, mais qui en fait, comme elle est agente des forces spéciales, eh ben ça va inverser le truc. C'est un léchasse du comte Zaroff, mais qui part en vrille et qui se retourne contre lui-même. Exactement, ça aurait pu être avec Liam Neeson, mais non. Sinon, évidemment, la sortie de la semaine, c'est Frankenstein. Et ce qu'on peut vous en dire aussi au niveau des sorties, sur Netflix, vous avez aussi la saison 4 de Nouvelle École, la saison 2 de Squid Game, Le Défi, donc le jeu télé adapté de la série à succès. Et que ce sera tout pour les sorties cette semaine. C'est d'ailleurs là-dessus que va s'arrêter notre émission. C'était Original saison 2, épisode 10. On remercie bien sûr notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci les copains. On souhaite bonne chance à Andou pour le montage et comment on dit, l'étalonnage, l'échantillonnage, le mixage, tout simplement. Merci les copains. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.